Ouais. Bon. Écoutez, merci Riyad d'avoir introduit comme ça. Merci Monsieur Bazinet d'avoir accepté une petite modification qui est liée à des difficultés de lien entre votre organisation et moi-même et un secrétariat défaillant. Donc voilà, je dois être à deux endroits en même temps en cet après-midi, donc c'est extrêmement compliqué. Alors, je voulais vous dire, en entrée, j'ai quand même voulu honorer ce rendez-vous parce que le sujet est extrêmement important et le questionnement dont nous a fait part Riyad est tout à fait révélateur du questionnement de beaucoup de nos concitoyens. C'est-à-dire aider son prochain, aider son proche, aider son mari, aider son fils, aider son parent, aider son frère, aider voilà, son ami, ou IE, empêché, malade, qui vit progressivement une perte d'autonomie, ça participe de la vie, ça participe de la solidarité, de l'affection, de la fidélité à une histoire et tout ça. Et bien souvent, les gens qui s'engagent dans cette démarche n'ont pas conscience de l'engagement que ça va occasionner et de la mobilisation de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences existantes, mais aussi à acquérir pour faire front et faire face à leur vie d'aidant, de proche aidant. Alors, il y a plusieurs mots, hein, effectivement, tu l'as dit, et à leur vie sociale, leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Et progressivement, cette conception, cette existence de contraintes qu'acceptent un certain nombre de personnes est venue au premier rang de la préoccupation de l'opinion publique. Le monde associatif s'en est emparé pour soutenir les aidants, pour les aider, pour les organiser. Et puis, ils ont interpellé les politiques, des parlementaires, tout ça, et c'est arrivé jusqu'au plus haut de l'État. Le gouvernement s'est effectivement intéressé, a été interpellé par cette question, et c'est ce qui a justifié que, au début de l'année dernière, au début de cette année, j'ai été mandatée par Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn et Sophie Cluzel pour compléter un travail qui m'avait déjà été demandé sur la situation des personnes handicapées dans l'emploi. Alors, dès l'instant qu'on parle de la situation des personnes handicapées, dans l'emploi ou pas, mais bon, forcément, il y a une résonance, il y a une extension sur les aidants professionnels qui existent, ils sont foison. Enfin bon, j'ai mis un certain temps à bien découvrir, à tout analyser. Puis il y a les aidants familiaux, les proches aidants, les amis, les associatifs, tout ça. Et ces gens-là, ils participent énormément à l'équilibre et à la vie des personnes qui vivent avec un handicap et à la vie de notre société. Et en discutant, du coup, Madame Buzyn a dit, mais les proches aidants. Alors évidemment, Madame Buzyn, elle avait l'idée des aidants de personnes âgées. Mais on voit bien que aider une personne qui vieillit, dont les facultés d'autonomie se réduisent avec l'âge, sans être handicapée, mais voilà, ce sont les mêmes que d'une personne qui vit avec un handicap définitif ou temporaire. Les dispositifs d'aide, les moyens d'aide à ces deux pertes d'autonomie, à ces deux types de déficits d'autonomie, ce sont les mêmes. Du coup, moi, mon rapport, je l'ai fait sur les deux parties. Donc, on voit bien qu'il y a une préoccupation aujourd'hui qui est majeure sur comment notre société va-t-elle faire face, doit-elle faire face à cette émergence d'un phénomène tout à fait particulier et qui va aller en s'amplifiant, puisque notre société va continuer de vieillir. On a une espérance de vie qui s'allonge, une espérance de vie en bonne santé qui s'allonge, mais avec des besoins de soutien de cette bonne santé, de cette bonne forme et de cette autonomie à laquelle chacun aspire. Par ailleurs, on a de plus en plus des personnes qui vivent avec un handicap qui aspirent à jouir de toute leur autonomie, de développer leur autonomie jusqu'à une indépendance
parfaite. Et on en a un bon exemple ici avec notre ami Riyad. Donc, la responsabilité de la société à reconnaître ses besoins et à les organiser en dehors des dispositifs ou en traversant tous les dispositifs institutionnels qui ont pu être mis en œuvre successivement en fonction des luttes des associations, des luttes des personnes, de la préoccupation compassionnelle des responsables politiques, des moyens qu'on était disposés à mettre en œuvre, des compléments de financement, enfin bon, tout ça. Aujourd'hui, on a un éventail très très important d'aides légales, institutionnelles, pour répondre aux attentes de ces personnes qui vivent soit avec un déficit d'autonomie, soit avec une perte progressive d'autonomie. Malheureusement, tout ça, c'est quand même assez opaque, hein, il faut bien le dire. Il y a besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. Et dernièrement, justement, la ministre de l'Action sociale et de la Santé a lancé un grand chantier sur autonomie grand âge. Eh oui, et les personnes handicapées là-dedans, eh ben, elles n'y étaient pas. Heureusement, le chargé de mission sur ce sujet, qui est un grand fonctionnaire, Dominique Libault, s'est dit, bon, je l'avais rencontré par ailleurs, tout ça, il s'est dit, mais les personnes handicapées. Donc, j'ai été invitée au conseil d'orientation de ce grand chantier et nous allons travailler à ce qu'il n'y ait pas de nouveau ce cloisonnement entre l'autonomie des personnes qui atteignent un grand âge et qui ne veulent pas aller en établissement, en EHPAD. Enfin, moi, je n'ai jamais rencontré des personnes vieillissantes qui disent « je veux aller en EHPAD, je veux aller en EHPAD ». C'est souvent parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est convaincu par son environnement, parce que le médecin dit « ça sera plus sécurisant pour vous », tout ça, que bon, les personnes s'y résolvent. Mais enfin, elles sont quand même que 8%, 10% des plus de 75 ans à résider en EHPAD. Donc l'aspiration des personnes, c'est de vivre à leur domicile, de continuer d'exercer leur autonomie. Et puis il y a ces personnes qui vivent avec un handicap. Alors je le répète, un handicap inné ou acquis, mais durable, voire définitif, ou des personnes qui se retrouvent à un moment donné avec un handicap temporaire suite à un accident de la vie, un accident du travail, une maladie. Voilà. Et donc, il y a besoin de voir tout ça dans son ensemble. Alors, j'avais prévu quand même, je m'étais concentrée pour vous donner un message un peu ordonné, mais là, je voulais réagir aux propos de Riyad, qui me paraît tout à fait symbolique, emblématique de ce que nos concitoyens imaginent. Tant qu'on n'est pas soumis à ce besoin de venir en aide à un proche, on n'imagine pas le nombre de personnes autour de soi qui sont mobilisées. Et il est important que la conscience s'éveille et que tout le monde ait cette idée. On a un président de la République qui, quand il était candidat, a parlé du handicap. Quand il est devenu président de la République, il a une des paroles fortes pour la construction d'une société inclusive qui doit irriguer toutes les politiques publiques. Eh bien, ça passe aussi par ce vecteur-là. Alors, je voulais vous dire que vous avez été particulièrement pertinent en choisissant cette date de conférence à la veille de la Journée nationale des aidants qui se reproduit depuis des années et qui fait avancer les choses après des avancées très progressives et assez disparates, incomplètes de la notion d'aidant familial, de proche aidant, d'une personne malade qui vieillit, d'un enfant handicapé, une succession de textes. Quand vous le verrez, si vous allez chercher mon rapport sur Internet, vous verrez qu'on a fait l'inventaire de tous les textes qui existent depuis longtemps, mais qui se complètent ou pas, qui rendent l'accès des droits difficile, invisible, et on constate qu'il y a beaucoup de non-recours aux droits, aux dispositifs existants pour aider les aidants. La conscience politique, sociale et politique qui émerge, je viens de vous l'expliquer, le rapport que j'ai rendu, les politiques de l'emploi et de santé au travail qui commencent à intégrer la prévention de la désinsertion professionnelle, qui découle de la désinsertion sociale et de la mobilisation effrénée sur le rôle d'aidant.
Enfin, la ministre qui vient de lancer le chantier ambitieux relatif à l'autonomie grand âge, dans lequel la situation des aidants tient une place importante et dans lequel la situation des personnes handicapées et des aidants des personnes handicapées va rentrer un peu par effraction, mais comptez sur moi pour tenir la parole. Donc, la place, la situation, la préservation de la qualité de vie des proches aidants va prendre de plus en plus de place dans le débat public et politique. C'est une question d'équilibre social, c'est un choix de société et c'est une question de santé publique. Alors, la personne qui doit s'occuper d'un enfant handicapé, c'est un cas. La personne qui doit s'occuper d'une personne qui vieillit, c'est un autre cas. Et on voit bien que la typologie, les obligations ou les engagements ne sont pas de même nature. On voit souvent des parents, et c'est scandaleux que des parents se sentent obligés d'arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant au moment de l'annonce du handicap. Néanmoins, c'est un engagement qui doit pouvoir être fait par choix. Et dès l'instant que des parents choisissent, qu'un des deux parents, généralement la maman, choisit de faire cet engagement, de consacrer tout son temps à l'accompagnement, au développement, à l'acquisition de l'autonomie de son enfant, il faut qu'elle y soit aidée. Et il ne faut pas qu'elle soit pénalisée dans sa vie personnelle et dans sa vie sociale. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, même si il y a eu des choses qui ont été mises en place au fil des années, mais quand on fait le compte, on arrive à une personne qui se débrouille très très bien, qui connaît bien tous les droits, tout ça, elle peut arriver soit à être indemnisée, pas au niveau d'un salaire, bien évidemment, indemnisée pendant 2 ou 3 ans, soit en cumulant toutes les aides, elle peut arriver à obtenir 2 ou 3 heures de financement, d'accompagnement par jour. Donc après, qu'est-ce qu'on fait, quoi, voilà. Donc le parent souvent se professionnalise, fait face à des obstacles matériels et professionnels, des difficultés financières, d'organisation de sa vie, de l'organisation des soins. Ça devient un métier, mais c'est un métier qui n'est pas rémunéré. Et objectivement, alors là, moi je vous dis ce que j'en pense, je ne pense pas qu'il faille entrer dans une idée de rémunération de cette fonction. Je pense qu'il vaut mieux faciliter la vie des parents qui s'engagent de cette manière-là, leur donner la garantie d'avoir accès à des services à la personne, des soins à leur enfant, d'éducation, tout ça, de qualité. Et là, on a tout un travail à faire sur l'évaluation de la qualité en termes de satisfaction. Et on retrouve ça aussi pour les adultes. Il faut vraiment que la satisfaction de la personne soit la clé de voûte de l'évaluation du service à la personne et des soins. Et que la personne qui s'occupe, qui voue sa vie au développement de son enfant ou après de son parent le plus proche pour le maintenir dans la vie sociale, puisse aussi s'oxygéner et avoir une vie sociale personnellement. Le dévouement, comme ça a été le cas pendant longtemps, parce que si le sujet n'était pas un sujet de société ni un sujet de science, c'était parce que traditionnellement, c'était les femmes, les filles, les mères qui s'occupaient de ça. Quand voilà, c'était normal, c'était leur devoir. Bon, on va oublier les notions de devoir. On reste sur l'observation de l'obligation qui doit devenir un choix et qui doit être accompagnée. La personne qui aide un proche malade accidenté, en perte d'autonomie, liée à l'âge, voire en fin de vie, s'investit pour une période de moyenne durée, voire de courte durée par rapport aux parents. Donc ça, il faut aussi que ça puisse être examiné et pris en considération. Alors, dans les travaux que j'ai faits, j'ai relevé qu'il y a un tiers des aidants qui ont plus de 60 ans. Et donc, des gens qui, quelquefois, ont eu une vie professionnelle, une vie sociale, tout ça, puis qui progressivement se replient, vivent des problèmes de désinsertion sociale, de fatigue et d'épuisement. Quelquefois, on voit l'aidant qui meurt avant son aidé. Ça, c'est un problème de santé publique. Et 50% des aidants ont entre 50 et 74 ans. Donc,
on a encore des gens qui sont en activité professionnelle. Alors, si on compte, si on s'en réfère au décompte des associations, parce que malheureusement, nous n'avons pas d'indicateurs précis, hein, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de relevés. Alors là, l'adresse commence à s'y mettre parce que ça devient, mais les derniers documents sur lesquels j'ai pu m'appuyer, c'était 2004. Donc, entre-temps, les choses ont bien évolué. Alors, il y aurait entre 8 et 11 millions de nos concitoyens qui consacrent de leur temps, alors avec des durées variables, des investissements variables. Comme on n'a pas d'études suffisamment fortes, on a du mal à le quantifier, mais qui consacreraient de leur temps à aider un proche en situation de perte de déficit d'autonomie, voire de dépendance. Et il y en aurait sur cela 4 millions qui seraient salariés. Donc, pour lesquels cet engagement auprès d'un proche entraîne des conséquences dans leur vie professionnelle, dans leur insertion professionnelle. Alors, il y a un certain nombre, je vous disais, il y a un certain nombre de dispositifs, de congés, de possibilités qui sont ouvertes aux salariés pour prendre le temps de ça, mais qui ne les utilisent généralement pas de manière suffisante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ne le connaissent pas bien, parce que souvent les salariés ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes aidants et qu'ils entrent dans un dispositif qui va les conduire vers une situation différente. On a la tradition de ne pas mélanger la vie professionnelle et la vie intime, hein, l'anonymat, on n'amène pas au travail ses problèmes. Il y a même des gens qui ne veulent pas les amener parce que être au travail, c'est la bouffée d'air et donc on ne veut pas mélanger les choses. On veut pas... Mais il n'empêche que concilier une vie professionnelle et une vie d'aidant, ça devient au fil du temps extrêmement difficile, extrêmement consommateur de temps, et ça conduit des personnes à l'épuisement, au stress, à l'angoisse, à la difficulté de coordonner les soins, les services à la personne aidée qu'on doit laisser pour le temps pour aller à son travail. Ça entraîne aussi une perte d'estime de soi au travail parce que le présentéisme est de moins bonne qualité. Progressivement, il y a un absentéisme qui s'installe. Alors d'abord, on fait appel à tous les congés légaux. Après, on fait appel à des petits congés de maladie en complicité avec le médecin et tout ça. Et si tous ces signaux-là ne sont pas pris en considération, eh bien, la personne s'éloigne de sa responsabilité professionnelle et de l'estime qu'elle en tire. Son environnement professionnel commence à la regarder d'un mauvais œil en disant « mais voilà, elle est plus comme elle était avant », mais on ne s'interroge pas forcément sur le pourquoi. Et puis, progressivement, c'est un éloignement, c'est soit une mise au placard, soit un licenciement, soit la personne elle-même sollicite une rupture conventionnelle de son contrat et sort du milieu professionnel avec les problèmes que ça entraîne, hein, de perte de pouvoir d'achat, de perte d'insertion professionnelle et sociale, et puis les difficultés après de retour à l'emploi, parce qu'il y a des situations d'aidance qui ne sont pas éternelles. Hein. Malheureusement ou heureusement, hein, il y a des personnes dont le rôle d'aidant s'arrête. Et là, comment ça se passe ? Ça se passe très mal, parce que les recueils d'informations que j'ai pu faire montrent que très peu de personnes qui se sont arrêtées pour s'occuper d'un proche retrouvent du travail après. C'est très, très compliqué. L'éloignement de l'emploi est facteur de désinsertion professionnelle. Alors, on travaille à ça sur d'autres sujets aujourd'hui. Hein. La prévention de la désinsertion professionnelle, elle est au cœur des politiques de l'emploi aujourd'hui. Mais avant que ça porte ses fruits, il faut vraiment qu'on puisse avoir une attention particulière pour différentes catégories de salariés qui
sont menacés de désinsertion professionnelle. Et là, puisque la conférence est sur les aidants, je pense qu'il faut qu'il y ait une attention particulière au risque de désinsertion professionnelle des proches aidants. Alors, je vous disais, c'est une question d'équilibre social, de prendre en considération cette situation qui va aller en s'accroissant compte tenu de... en 2050, il y aura 30% des Français qui aura plus de 60 ans. Donc c'est quand même à prendre en considération. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais il faut aussi que l'équilibre social permette que ces personnes s'investissent aussi et restent citoyens dans la cité et qu'on les abandonne pas parce que la famille serait éloignée, parce que voilà, il y a aussi ça, c'est qu'il y a des personnes qui auraient besoin d'être aidées et qui n'ont pas l'entourage familial à proximité avec la mobilité. Voilà. Donc, il appartient au pouvoir public d'organiser cet accompagnement, ce soutien, qui peut être un soutien professionnel, mais qui peut être aussi un soutien bénévole, associatif, et avec les responsabilités que ça représente en matière de soutien et d'aide aux aidants qui s'engagent dans cette démarche. Alors, le droit français ne reconnaît pas une définition juridique unique de l'aidant. Donc là, il va falloir y travailler. Le vieillissement de la population, je vous le dis, nous invite à le faire. Les Français vont vivre longtemps en bonne santé et en autonomie. L'âge de la dépendance recule. Seulement 8% des personnes qui vieillissent sont touchées par la dépendance. Donc ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, mais qu'il faut être particulièrement attentif à ces 8%. L'âge d'entrée en EHPAD recule d'année en année. En 2007, l'âge était de 84 ans. En 2011, il était de 85 ans. Et en 2014, il était de 85 ans et 6 mois. Donc, je reviens à ce que je disais au début. Les personnes âgées, elles ne revendiquent pas de rentrer en EHPAD. Elles veulent rester à leur domicile. L'aspiration de chacun, c'est bien de vieillir chez soi, de garder sa liberté de choix, d'entretenir son autonomie et d'être accompagné dans les meilleures conditions. Les personnes qui vieillissent, tout comme les personnes handicapées, leur famille souhaitent pouvoir s'occuper de leurs proches et garder le lien familial. Les parents d'enfants handicapés veulent être reconnus dans leur engagement. Donc la société doit intégrer ces volontés, ces évolutions. Tous attendent, y compris ceux qui n'ont pas de famille. Comme je disais, on peut être isolé, mais pas avoir envie, comme pour autant, de rentrer dans un établissement dans lequel on a le sentiment de perdre sa liberté. Demande un soutien, demande une attention particulière. Les professionnels réclament une meilleure qualité de vie au travail. Je vous renvoie à la crise des EHPAD qui a certes été mise en scène, enfin tout ça, mais qui révèle quand même un vrai malaise des professionnels pour mieux s'occuper des personnes. Donc l'ensemble des acteurs souligne l'importance de trouver un équilibre entre médicalisation des personnes âgées, des personnes handicapées, de la dépendance et qualité de vie des personnes en déficit d'autonomie. Et je fais toujours attention de bien dissocier les deux. L'habitude qu'on a eue, et d'ailleurs dans l'histoire des allocations, on avait une prestation spéciale dépendance qui est devenue allocation, APA, l'AP, je ne sais plus, de prévention, non, de personnes âgées. Voilà. Je croyais qu'il y avait autonomie dedans. Comment ? Voilà, personnalisé. Le P, il est personnalisé. Très bien. Voilà. Bon, je pense que c'est important. Le vocabulaire, il révèle aussi des concepts. Et quelquefois, ça permet de bien préciser les choses. L'espérance de vie sans incapacité est un marqueur social. Donc la qualité des soins ou de la prise en charge, tant au domicile qu'en établissement, ne devrait pas dépendre des revenus disponibles de la personne qui en a besoin. Or, nous constatons qu'actuellement, c'est bien le cas. Alors, c'est un choix de société parce que le phénomène... Cher Dominique, il est 14h30. J'ai presque fini. J'ai encore 2 pages. Je vous arrête. Je voulais qu'on puisse échanger aussi avec nos... Oui, parce qu'après, je vais vous quitter, donc je suis désolée. D'accord, pas de souci. Le choix de société, c'est un choix de société, parce qu'on l'a dit, vous étiez d'accord avec moi, le phénomène va s'amplifier, et demain, on ne pourra plus considérer que la place des personnes dépendantes
c'est dans un établissement, dans une institution, synonyme de mise à l'écart, de perte d'autonomie, de perte de libre arbitre, de perte de pouvoir d'achat, enfin de chosification de la personne dépendante. Je vous renvoie à l'avis du Conseil national consultatif d'éthique du printemps dernier, qui vraiment met un accent là-dessus. Je vous renvoie aussi aux travaux de Charles Gardou, qui fait bien la différence entre vivre et exister. On peut vivre, être nourri, soigné, tout ça, dans un endroit sécurisé, tout ça, et ne pas avoir le sentiment d'exister parce que, justement, on ne rayonne pas avec les autres, on n'a pas de lien, on n'a pas d'utilité sociale. Donc, un axe d'évolution de cette situation réside dans la meilleure formation des aidants professionnels, une meilleure reconnaissance des proches aidants, donc des aidants bénévoles, une alliance entre les deux. Moi, je préconise dans mon rapport un contrat de confiance entre les aidants professionnels et les aidants familiaux, les proches aidants, qui aujourd'hui se coopèrent pas suffisamment, même s'il y a des bonnes expériences, au bénéfice de la personne aidée. Au bénéfice de la personne aidée. C'est aussi la prévention du risque de perte d'autonomie et du risque de désinsertion professionnelle des aidants. Il y a un parallèle entre les deux. Il faut vraiment qu'on tienne les deux ficelles. Les proches aidants font face à de fortes contraintes temporelles, financières, de conciliation de leurs différents rôles et les difficultés à concilier entre l'exigence professionnelle, le rôle d'aidant, faire face à l'homme. Je vous ai laissé toutes mes notes sur faire face attentivement. Je pense que c'est important que dans le milieu professionnel, on ait aussi cette attention. Ça n'est pas qu'une question de responsabilité politique et des pouvoirs publics, c'est aussi une question de responsabilité professionnelle. Et alors, c'est une question de santé publique, et j'en terminerai là-dessus, parce que je reviens sur les nombreuses contraintes que doivent affronter les aidants, à quoi s'ajoute la crainte de perdre l'estime de son employeur, la crainte de perdre son emploi, donc une angoisse, un malaise, une pression mentale trop forte, les difficultés de la charge horaire que représente l'aide, jongler entre les différents emplois du temps, coordonner le plan d'aide, veiller à ce que les prestataires qui viennent au chevet ou au domicile de la personne soient de bonne qualité et soient là, parce que quelquefois ils ne sont pas là. Les aidants se plaignent beaucoup de l'envahissement de l'amplitude horaire des tâches, de ces cumuls de tâches. Et arrive un moment où ça explose, quoi. Donc il y a la baisse de la qualité de présence, mais il y a aussi l'attaque interne de la personne liée à son isolement, à la dégradation de ses relations avec l'extérieur et même de la cellule familiale. On constate qu'il y a des replis qui entraînent une dégradation de la santé avec le stress, la charge mentale, la difficulté à faire face, la négligence de sa propre santé. Donc il faudrait qu'on ait une attention particulière aux aidants, qui puissent bénéficier d'un suivi médical, qui puissent dire dans les visites médicales de santé au travail que, suivant un questionnaire, il ne s'agit pas de discriminer les gens, mais poser la question, ou même le médecin traitant, poser la question, est-ce que vous êtes en situation d'aider une personne? Du coup, ça permet peut-être d'orienter mieux le diagnostic sur un trouble exprimé ou non, mais constaté. Et puis, il y a une absolue nécessité de trouver des relais de qualité, de confiance, pour que la personne qui aide puisse avoir ce qu'on appelle le répit. Alors, le droit au répit, il a été instauré dans la loi ASV de 2015. Néanmoins, c'est 500 €. Qu'est-ce qu'on fait avec 500 €? Je ne suis même pas sûre que ce soit le prix d'une journée d'accueil dans un EHPAD. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ce droit au répit, il n'est pas utilisé. Donc là, il faut vraiment revaloriser ça et mettre en place. Il y a d'autres pistes. Il y a le baluchonnage. Alors en France, on dit ça le relayage, mais bon, l'idée, c'est quand même qu'il y ait des personnes qui viennent prendre le relais de la personne aidante au domicile, avec une
une passation de responsabilité, un échange d'informations, qui est aussi un moyen d'auto-formation de l'aidant, parce que quand il y a un professionnel qui vient, qui a un autre regard, bon, ça permet de dépister des choses, de revoir son comportement vis-à-vis de l'aidant, d'éviter la surcharge de fatigue, d'éviter des postures qui peuvent aggraver le malaise de la personne. Il y a des pistes d'auto-formation aussi, qui découlent de ce que je viens de vous dire là. Quand on rencontre un professionnel, quand on adhère à une association, on peut avoir une formation sur les bonnes pratiques, sur les bons gestes, sur aussi la manière, l'encouragement à prendre du recul, à décrocher de temps en temps. Faut pas se culpabiliser quand on est en situation d'aider un proche, que ce soit un enfant ou un adulte ou un parent vieillissant en fin de vie. On doit sentir le droit de décrocher, de retrouver la vraie vie pour pouvoir reprendre des forces pour retourner auprès de sa personne aidée. La paire-aidance aussi, rencontrer des personnes qui sont dans la même situation que soi, échanger sur à la fois les bonnes pratiques, les manières de faire, les informations qui ne sont pas toujours accessibles, mais aussi poser son ballot, puis de temps en temps dire « c'est trop compliqué, j'y arrive plus ». Et ben, l'autre va dire « moi aussi, mais j'ai surmonté de telle manière ». Enfin bon, tout ça, ça peut aider. L'alliance avec les aidants professionnels et le contrat de confiance. Le contrat de confiance avec les pouvoirs publics, avec les institutions et entre les professionnels et les aidants. Voilà, je pense que c'est une première introduction. J'aurais pu après débattre avec vous, mais je vois vos visages qui approuvent ou vos têtes qui opinent. Donc je pense que ce que je dis là, c'est pas quelque chose qui vous est étranger. Moi-même, je n'ai pas une formation académique ou scientifique. J'ai vraiment fait un travail de responsable politique, d'élu, à l'écoute des gens. Et c'est ça qui m'a, voilà, vous me connaissez, c'est ça qui m'a conduit à formuler ces diagnostics, ces constats et à organiser un certain nombre de propositions qui devraient vivre et être prises en compte dans les différents plans qui s'annoncent. Donc, et alors un dernier point quand même, le rôle de l'aidant, il doit être préservé, il doit être entretenu parce que c'est aussi un moyen d'épargner les finances publiques. Je ne pourrais pas vous quitter sans vous dire ça. Il ne s'agit pas... Il fallait bien qu'on ait une petite surprise. Pardon ? C'est une petite surprise. Alors, les finances publiques, parce que ça, c'est vraiment non, mais enjeux... on dépense de l'argent pour prendre en charge les personnes dépendantes. Mais s'il n'y avait pas les aidants, les proches aidants, on devrait en dépenser beaucoup plus. Beaucoup plus. Et là, après, c'est un choix de société. Est-ce qu'on pense que le vieillissement, le handicap, ça doit être complètement pris en charge par des institutions? Il y en a qui le pensent. Je ne suis pas de ceux-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et particulièrement des bénéficiaires, qui ne sont pas de ceux-là. Mais néanmoins, il faut avoir ça présent à l'esprit avant de rentrer dans des calculs d'apothicaire, parce que c'est toujours les compléments de financement, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Il faut avoir une vision de l'impact global que ça représente. Et moi, je n'ai pas réussi à faire le point. Bon, je ne suis pas un inspecteur des finances, mais je n'ai trouvé personne qui me dise la vérité entre 16 milliards et 160 milliards. Bon, la vérité doit se trouver un peu au milieu quand même, mais on voit bien que ce n'est pas un petit enjeu. Donc, prendre en considération le dévouement, l'altruisme des aidants qui ont un rôle d'utilité sociale extraordinaire et qui font par amour, par affection, voilà. Et puis, leurs besoins, et puis le coût que ça représenterait s'ils n'étaient pas là, je pense que c'est une responsabilité politique. Je ne préconise pas qu'on indemnise tous les aidants qui s'occupent d'un proche. Je pense que ça fausserait les choses. Mais qu'on leur facilite la vie et qu'on entraîne le milieu professionnel, qu'on entraîne l'entreprise à considérer les besoins de ses salariés,
en termes d'aménagement du temps, de travail à domicile, d'aide pour l'organisation, d'aide financière ponctuelle. Enfin bon, c'est une responsabilité sociale des entreprises. Elles y gagneront, elles aussi, et ça permettra d'éviter la désinsertion professionnelle qui est cause après aussi de dépendance et de perte d'autonomie. Voilà. Vous avez de quoi travailler toute l'après-midi sur ces sujets-là. Merci de bien vouloir excuser ma mauvaise manière de vous quitter aussi rapidement. Bravo.